La Russie était vicieuse, jalouse et cruelle. Et il y a une raison pour laquelle les historiens qualifiaient de son règne d'ère sombre. Elle tourmentait sa propre famille, terrorisait ses courtisans et affichait une soif de sang dépassant même les tsars les plus infâmes de Russie. Ainsi, lorsque sa fin brutale arriva, les symptômes de sa maladie furent à la fois extrêmement macabres et incroyablement appropriés. L'histoire russe n'a pas été tendre avec l'impératrice Anna. Les historiens appellent son temps sur le trône une ère sombre. Et un ministre l'a comparé à un navire, menacé par une tempête, dirigé par un pilote et un équipage tous ivres. Ce sont des mots assez durs dès le départ, mais comme vous allez le découvrir, ils étaient malheureusement trop vrais. Le père d'Anna était le tsar Ivan V, qui co-régnait sur la Russie avec son frère Pierre le Grand. La petite fille est née dans le privilège, mais en coulisses, la famille cachait un sombre secret. Le père d'Anna, Ivan, surnommé Ivan l'Ignorant, était gravement handicapé mentalement et ne pouvait certainement pas diriger le pays, laissant la plupart du travail à l'oncle d'Anna, Pierre. Cependant, c'était bien pire que ce que les gens pensaient. Peut-être n'est-il pas surprenant qu'Anna n'ait pas grandi pour devenir la personne la plus socialement équilibrée de l'histoire. Les handicaps mentaux de son père le laissaient souvent dans un état végétatif pendant des heures, et il ne pouvait très fréquemment même pas marcher sans s'appuyer sur ses courtisans. Pas vraiment un système de soutien parental ou génétique solide pour Anna. Même enfant, Anna montrait des signes inquiétants, suivant les traces dysfonctionnelles de son père. Tout le monde à la cour la connaissait comme une enfant rancunière, avec une cruauté glaçante, et beaucoup commentaient son manque de manières et son attitude vulgaire. En février 1696, une tragédie frappa la famille royale russe. Le faible et faible d'esprit Ivan V rendit l'âme avant même d'atteindre l'âge de 30 ans. Une fois de plus, il laissait désormais sa fille de 3 ans, Anna, orpheline de père et presque seule dans une cour russe féroce et compétitive. Et puis, il y avait sa mère à gérer. La mère d'Anna était une véritable mégère, s'il en fut. Ayant réussi à endurer les rigueurs de son mariage avec Ivan l'Ignorant, elle était profondément religieuse selon les anciennes traditions russes. Elle éleva Anna et ses 2 sœurs dans un environnement strict qui valorisait la vertu féminine et les habitudes domestiques. Eh bien, à ce stade, nous savons maintenant contre quoi Anna allait se rebeller. En grandissant, Anna ne devint pas sage et convenable comme sa mère le souhaitait. Elle devint assoiffée de sang, elle était une chasseresse passionnée, et avait une manière extrêmement décadente de satisfaire sa cruauté. Anna gardait, dit-on, un fusil près de sa fenêtre, juste pour pouvoir le saisir et tirer sur les oiseaux dans son jardin. D'autres jours, elle demandait à ses serviteurs de lâcher des animaux sauvages dans le parc royal pour qu'elle puisse les traquer. Tous ceux qui connaissaient Anna personnellement étaient bien conscients de sa nature cruelle, mais on ne le devinerait pas en la regardant. Thomas Carlyle, très flatteur, qualifiait ses joues rebondies de « comparables à du jambon de Westphalie ». Quand Anna était encore une jeune femme en devenir, sa famille déménagea à Saint-Pétersbourg. Ce fut une révélation totale. Au lieu de la vie spartiate de sa mère, Saint-Pétersbourg était pleine de splendeur. La jeune fille protégée s'adapta à la décadence de la haute société comme un poisson dans l'eau. Cela signifiait aussi qu'elle avait toute une nouvelle ville d'hommes à rencontrer. En 1710, l'oncle Pierre rendit un grand service à Anna en la fiançant à Frédéric Guillaume, le duc de Courlande. Bien qu'Anna fût soi-disant une petite peste sinistre et méchante, elle était plutôt enthousiaste à l'idée d'épouser le duc, lui écrivant même que « rien ne pourrait me ravir davantage que d'entendre votre déclaration d'amour pour moi ». Dommage qu'ils fussent destinés à une fin déchirante. Oh, bien sûr, Frédéric et Anna commencèrent plutôt bien. Quand Anna épousa le duc, elle ne lésina pas sur le style.
Puisque la jeune fille de 17 ans avait des goûts coûteux, son oncle lui donna la somme colossale de 200 000 roubles pour sa dot. Mais ce n'était vraiment que le début. Anna était également resplendissante, dans une cape brodée d'or et une tiare ornée de bijoux. Seulement 2 jours après la grande cérémonie d'Anna, son oncle Pierre le Grand organisa une seconde cérémonie. Seulement, celle-ci était complètement bizarre. Le tsar mit en scène un faux mariage parodique, avec 2 nains jouant le rôle du marié et de la mariée. Pendant que le reste de la cour observait, cette plaisanterie élaborée était une affaire luxueuse. Mais pourquoi? Eh bien que la parodie du mariage de Pierre le Grand ne semble pas très drôle, elle cachait peut-être aussi un cruel secret. Selon les experts, cette farce de Pierre était en réalité destinée à commenter les manières grossières et le comportement vulgaire d'Anna, tenant un miroir à la laideur intérieure. Et si cela ne suffisait pas, le nouvel époux d'Anna, Frédéric Guillaume, était un sacré buveur, et pendant la réception de mariage, il but plus que de raison avec Pierre le Grand, s'engageant même dans un concours de beuverie avec le tsar de toute la Russie. Ça semble amusant, non? Faux. Voyez-vous, Frédéric Guillaume perdit le concours de la pire manière possible. Étant donné qu'il s'agissait de la Russie impériale, les hommes d'hommes prenaient de là leur boisson extrêmement au sérieux. Et Frédéric en fit trop, vraiment trop. Le marié se saoula tellement qu'il tomba gravement malade en quelques jours seulement. Et puis, il mourut. Oui, c'est vraiment arrivé. Une gueule de bois tua le mari d'Anna. Soudain, Anna n'avait plus de mari, et elle ne prit pas bien la nouvelle. Avec la fin tragique et ridicule de Frédéric, Anna devint veuve adolescente, et elle pouvait à peine supporter l'idée que son bonheur domestique lui soit arraché. Alors, elle recourut à des mesures drastiques. Presque immédiatement après, Anna commença à chercher le mari numéro 2, alors que Frédéric était encore chaud. Mais elle allait être très déçue. On ne peut pas dire qu'Anna n'ait pas essayé de rejoindre le club des secondes épouses. Pour se trouver un homme, la princesse russe écrivit plus de 300 lettres à divers membres de sa famille, les suppliant de tendre leurs antennes et de mettre des célibataires sur son chemin. Pourtant, pour une raison ou une autre, Pierre le Grand rejeta tous ses prétendants. Et après ce départ inquiétant, Anna ne se remaria jamais, bien qu'elle ait bientôt des préoccupations plus importantes que les mariages. En 1730, la vie d'Anna prit un tournant inattendu. Après la mort de Pierre le Grand, le conseil privé la transforma en impératrice de toute la Russie. Ce n'était pas le plus grand compliment cependant. Il l'appréciait parce qu'elle était veuve et sans enfant, donc moins susceptible de causer des ennuis. Est-ce que cela a fonctionné pour eux cependant? Pas du tout. Dès qu'elle devint impératrice, Anna commença à semer le trouble. En particulier, elle déclencha une querelle familiale vicieuse avec sa cousine incroyablement belle, Élisabeth. Élisabeth, la fille de Pierre le Grand, n'était pas seulement une beauté. Elle avait aussi été une rivale pour le trône. Ainsi, lorsqu'Anna l'emporta en devenant impératrice, elle ne se contenta pas de faire plier Élisabeth. Elle la détruisit, pratiquement. En tant que veuve aux joues rebondies qui ne semblait pas pouvoir se trouver un mari, Anna ne regardait pas Élisabeth ou sa beauté légendaire avec bienveillance, et elle attisa leur rivalité à des hauteurs inquiétantes. Après la mort d'une série de membres de la famille, les perspectives de mariage d'Élisabeth chutèrent, et Anna était trop heureuse de contribuer à les écraser davantage. Elle fit clairement comprendre qu'aucun noble ne pourrait épouser Élisabeth, et pendant ce temps, si Élisabeth choisissait un roturier, l'impératrice la dépouillerait de ses titres et de sa prétention au trône. Et ce n'est même pas le pire. Un jour, en devant regarder le visage d'Élisabeth à la cour, Anna tenta de piéger un ministre chinois en lui demandant qui était la plus belle femme dans la pièce. Lorsque le ministre désigna Élisabeth, évidemment, Anna piqua une crise. C'est alors qu'elle commença à planifier sa revanche.
Les gens à la cour avèrent des yeux. Donc, même si Élisabeth ne pouvait épouser personne, elle entama une relation torride avec un sergent robuste nommé Alexis Shubin. Bien que ce fût une relation strictement charnelle, sans espoir de mariage, Anna finit par le découvrir. Et sa réponse fut amère. Prenez garde. Ne contrariez pas votre cousine jalouse, si cette cousine se trouve être l'impératrice de toute la Russie. Quand Anna apprit l'existence de l'amant d'Élisabeth, Alexis, l'impératrice dérangée, ordonna à ses hommes de couper la langue d'Alexis. Et comme si cela ne suffisait pas, elle l'exila en Sibérie pour le reste de sa vie misérable. Mais si vous pensez que c'était la fin de la débauche d'Anna, accrochez-vous. Ce n'est pas parce qu'Anna ne s'est jamais remariée qu'elle était prête à rester célibataire. Elle prit plusieurs amants, mais le plus infâme était un duc allemand. Il y avait un gros problème, cependant. Le duc lui-même était marié, bien que cela ne semblait pas trop les gêner, ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, il y avait une raison pour laquelle il était parfait pour elle. La liaison d'Anna avec le duc allemand était un mariage au ciel, ou plutôt en enfer. Tout comme Anna elle-même, le duc était tristement célèbre pour sa cruauté et sa faiblesse pour la décadence. Pendant qu'ils étaient ensemble, il gardait des pièces aussi somptueusement décorées que celles d'Anna, et contrôlait la cour par la terreur, la corruption et l'égotisme. La liaison de l'impératrice avec le duc fit hausser les sourcils, mais il y avait peut-être un côté encore plus scandaleux. Certains experts croient qu'Anna et le duc eurent également un enfant illégitime secret, mais ils ne s'arrêtèrent pas là. Ils élevèrent l'enfant, un fils, dans le foyer du duc, comme s'il était celui de sa femme, juste pour garder tout cela top secret. Maintenant, Anna ne limitait pas sa haine à sa cousine Élisabeth. Elle méprisait également un courtisan, le prince Michel Golitsyn. Un jour, elle lui infligea une punition cruelle et inhabituelle. Elle le força à devenir bouffon de cour. Mais pas n'importe quel bouffon. Écoutez ça. Le pauvre prince Michel devait prétendre être une poule pour le plaisir de l'impératrice. Elle le faisait asseoir dans un nid dans sa salle de réception, et chaque fois que quelqu'un venait en visite, il devait imiter la ponte d'œuf. En tant que célibataire confirmé, après la fin tragique et alcoolisée de son mari, Anna se délectait à organiser des mariages pour ses courtisans, comme si vivre par procuration, à travers d'autres personnes, pouvait réparer l'immense vide dans son cœur. Elle était tellement obsédée qu'un historien russe l'a même surnommée l'entremetteuse nationale. Finalement, Anna tourna ses talents vers son courtisan, le plus détesté, le prince Michel, et il ne la remercia pas pour les résultats. Anna se réveilla un matin et décida de forcer le prince à épouser une de ses servantes, principalement parce que la fiancée était une femme de classe inférieure, plus âgée et, selon les dires, pas une beauté. Mais ce n'était que le début du cauchemar. Anna offrit au prince et à sa nouvelle épouse un mariage somptueux, tout comme le sien. Mais comme pour son propre mariage, il vint avec plus d'un tour cruel. Tout d'abord, après la fin de la cérémonie, Anna plaça le prince et sa nouvelle femme dans une cage, les habilla comme des clowns et les fit parader sur un éléphant. Elle fit ensuite défiler l'éléphant dans les rues de Saint-Pétersbourg pour que la foule puisse rire et se moquer du couple. En l'honneur de la nuit de noces du prince Michel, Anna lui offrit un cadeau extrêmement troublant. Elle avait fait construire un palais de glace entier pour la lune de miel, avec des lits de glace, des chaises de glace et même une cheminée de glace. Ça semble plutôt cool, sauf qu'elle les força ensuite à dormir là-dedans par une nuit extrêmement froide au milieu de l'hiver russe. Juste avant d'envoyer le prince et la pauvre servante affronter leur sort glacial, Anna leur donna un conseil grossier, dans ce qu'elle considérait probablement comme une bonne humeur, mais que la plupart qualifieraient de divagation dérangée. Elle leur aurait conseillé de se mettre à faire l'amour l'un avec l'autre, s'ils voulaient garder leur corps assez chaud pour rester en vie. Eh bien,
ils finirent par trouver un autre moyen. Le prince et la servante réussirent à survivre à leur épreuve glaciale, mais seulement grâce à un stratagème ingénieux. Anna décida d'échanger l'un de leurs cadeaux de mariage, un collier de perles, contre un manteau en peau de mouton, bien plus pratique auprès d'un des gardes. Selon la légende populaire, le couple continua à vivre une vie heureuse, mais la vérité pourrait être bien plus sombre. Bien qu'ils aient réussi à sortir du palais de glace d'Anna le lendemain matin encore en vie, ils n'étaient pas encore tirés d'affaire. Selon les registres historiques, il est probable que la mariée du prince succomba à une pneumonie quelques jours après le fiasco, donnant à Anna ce qu'elle voulait probablement depuis le début. Mais ne vous inquiétez pas, la chute de l'impératrice approchait. Anna était particulièrement notoire pour son sens de l'humour cruel. Ses plaisanteries vicieuses pouvaient laisser bouche bée même les courtisans les plus endurcis et blasés. Grâce à la croyance stricte de sa mère en une éducation traditionnelle pour les femmes, Anna n'avait reçu qu'une instruction minimale et avait peu de compréhension du monde intellectuel. Cela conduisit à un oubli choquant. À cette époque des Lumières, beaucoup d'historiens pensent qu'Anna était fonctionnellement analphabète. Bien que qui a besoin de livres ennuyeux quand on a des gens à humilier? Anna avait des limites sévères à son pouvoir lorsqu'elle devint impératrice. Selon la déclaration des conditions que le Conseil l'avait forcée à signer, elle ne pouvait ni déclarer la guerre ou la paix, ni lever des impôts, ni même dépenser de l'argent sans leur consentement. Mais dès qu'elle eut consolidé son pouvoir, Anna se débarrassa de tout le Conseil, envoyant les hommes soit à l'échafaud, soit en Sibérie, puis continua comme une monarque absolue. Fait intéressant, le jour où Anna se débarrassa du Conseil, une aurore boréale rouge sang apparut dans le ciel nocturne. Autrement dit, les aurores boréales. Mais au lieu de croire que c'était un signe de son droit divin, beaucoup de ceux qui connaissaient personnellement Anna la dérangeaient, y virent un signe inquiétant pour l'avenir de son règne. L'impératrice était aigrie sur beaucoup de choses, mais elle aimait les arts. Elle contribua à introduire des disciplines comme le théâtre, l'architecture et le journalisme dans l'enseignement supérieur russe, et posa également les bases de la tradition mondialement célèbre du ballet russe. En fait, la première représentation publique de ballet en Russie eut lieu devant elle. Pour ne pas penser qu'Anna n'était que tourment et terreur, elle fit beaucoup pendant son règne pour améliorer l'architecture et les voies navigables de la Russie. Elle construisit un canal, renforça la marine russe et acheva de nombreux bâtiments magnifiques pendant son temps comme impératrice. Cependant, ces dernières années furent assez sombres. De manière appropriée, pour tous les tourments qu'elle infligea aux autres, Anna connut une fin lente et douloureuse. Les dernières années de sa vie furent absolument macabres. Elle développa un ulcère au rein et souffrit d'attaques de gouttes atroces. L'impératrice ne pouvait s'empêcher de réaliser qu'il lui restait peu de temps, et elle devait mettre ses affaires en ordre. L'un des plus gros problèmes concernant la santé déclinante d'Anna était que son amant et confident, le duc allemand, ne cessait de la pousser à suivre son propre plan machiavélique. Plus précisément, il voulait qu'elle désigne son petit-neveu de 2 mois, Ivan VI, comme son successeur, mais qu'elle le nomme régent, lui donnant effectivement tout le pouvoir qu'il avait si longtemps convoité. Le 17 octobre 1740, alors qu'Anna n'avait que 47 ans, elle succomba enfin à une pierre au rein atroce qui se fraya un chemin lentement et douloureusement à travers son système. Juste avant de mourir, elle nomma en effet Ivan comme son héritier et le duc allemand comme son régent. Mais juste après sa mort, le plan bien établi échoua. D'abord, comme Ivan n'avait que 2 mois, il ne pouvait pas vraiment rallier des hommes pour défendre son trône de nourrisson. Ensuite, presque tout le monde à sa cour détestait le duc allemand, et il n'était pas prêt à le laisser prendre le pouvoir. Sa régence dura 3 misérables semaines, après quoi un rival le captura et le força à l'exil. Quant au bébé Ivan,
Eh bien, à la fin, nul autre que l'ancienne ennemie et cousine d'Anna, Élisabeth.